cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision. Nous allons décrypter l'actualité mondiale cet après-midi au Cameroun, en Russie, en Iran et nous allons terminer par Taïwan. Je reçois Morgana Sogba Metondi, consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Juste en face de Morgane, Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. À côté de Martial, nous avons Charlone Chinyongo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, nous démarrons par le Cameroun. Manquement dans la publication des listes électorales provisoires. L'opposant Maurice Kamto accuse à nouveau Elecam Cameroun. Elecam pointé du doigt par l'opposant Maurice Kamto. Morgane. Oui, c'est une routine que de se retrouver dans le collimateur de quelqu'un qui ne se retrouve pas sur les listes et qui estime qu'il est victime d'une machine, on va dire, politique. Mais il faut regarder au-delà de cette machination politique qui pourrait exister. Personne n'en a les preuves. Il faut reconnaître que si cette institution a décidé de ne pas avoir la liste sur sa liste ou sur les listes, M. Kamto, il y a certainement des raisons. Et il faudrait que M. Kamto se penche sur les raisons qui sont évoquées et vérifie maintenant si ces raisons ne tiennent pas. Et si elles ne tiennent pas, je pense que tout ce qu'il pourra dire pourrait être fait valoir. Alors, lorsqu'on écoute vos précédents interlocuteurs, nous savons que le scrutin, c'est en 2025, mais n'ayant pas de député, encore moins de conseillers, est-ce que Maurice Kamto pourra-t-il vraiment compétir quand on sait que la loi électorale a été quand même revue au niveau du Cameroun? Alors, votre question elle est assez pertinente, mais il est important de noter quand même qu'il est arrivé deuxième lors des derniers scrutins. Donc, même si dans les faits, beaucoup de personnes ne veulent pas relever ça comme chose assez importante, il est important de notifier cela. Et quand on tient compte aujourd'hui des raisons qu'il évoque par rapport au manquement, il y a quand même la raison, l'une des raisons, c'est que il y a une radiation, on va dire, des personnes, parce que ces personnes-là n'auraient pas laissé des empreintes digitales, même si cela fait partie quand même des critères pour être accepté comme électeur. Et ensuite, il a parlé également du fait que de la publication qui n'a pas tenu dans les délais, c'est-à-dire du 20 octobre. Donc, quand on regarde ces raisons-là, on se rend compte qu'elles sont quand même assez raisonnables et que dans ce sens, le Maurice Kamto pourrait être... on pourrait le comprendre et on pourrait justement accepter les rumeurs que autour de Elecam, que voilà, il y a peut-être une machination politique derrière tout ce qui se passe. Mais toutefois, il faudrait aussi voir le côté où on se demande est-ce que la démarche, la procédure qu'il a entamée pour pouvoir justement revendiquer ce qui se passe, est-ce que c'est la bonne procédure? Parce qu'il faut rappeler qu'il a tweeté, il a élevé le ton, etc. Mais comme l'a dit par exemple le représentant qui a répondu, il a dit mieux vaut aller saisir les autorités que de crier sur tous les toits. Donc ça voudra dire que une fois encore, on a une opposition africaine qui est encore en train de faire la même chose et il serait temps en fait que cela change. Donc ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, M. Kamto prenne vraiment les décisions constructives, c'est-à-dire trouver des personnes qui pourront véritablement l'aider à
avoir les électeurs qu'il faut. Oui, mais c'est aussi, sûr pour qu'il puisse être candidat à la présidentielle. Hein. Mais aussi trouver les moyens pour pouvoir s'insérer d'une manière ou d'une autre afin de brandir ou de passer les élections présidentielles prochaines. Alors, Morgane, on parle du Cameroun il y a quelques semaines, hein, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Poubia, est décédé, mais on l'a vu il y a quelques jours, retour triomphant du côté de Yaoundé. Alors, dites-nous un peu, après cette absence, le retour du lion dans la tanière, comment est-ce que vous, en tant que consultant géopolitique, vous avez analysé, vous avez décrypté ce retour du chef de l'État camerounais? Déjà, je trouve qu'il est assez en forme pour l'âge qu'il fait. Il marchait assez aisément, hein, sans qu'on ne lui tienne la main. Et cela vient confirmer sa présence et sa capacité, hein, qu'il jouit encore on ne dira pas toutes, mais de ce qu'il faut pour rester et demeurer le président de la République camerounaise. J'ai trouvé cela très intéressant de la part du RDPC, qui montre toujours l'esprit, hein, de leadership qui existe dans ce parti. Cette capacité à soutenir, vaille que vaille, celui qui tient le flambeau et qui représente de façon assez considérable le parti. La seule question que je me pose, c'est surtout l'ensemble des débats que cela a suscité et la réaction aussi des autorités, hein, lorsqu'on a commencé par parler de cette rumeur. Le débat, c'est qu'on s'est rendu compte dans un laps de temps que les Camerounais étaient en train de donner l'impression que si d'aventure aujourd'hui Paul Biya n'était plus, le Cameroun serait foutu. L'autre chose, c'est qu'on a vu les autorités interdire même, hein, qu'il y ait des discussions autour de cette rumeur. Est-ce que c'est une mesure de sécurité? Alors, mais que pensez-vous de ceux qui disent que le chef d'État camerounais aime bien faire parler de lui? Je pense que cela se trompe. Il se trompe, pourquoi? Parce que le chef d'État camerounais ne fait pas parler de lui plus que le chef d'État américain. Plus que tout chef d'État. Les chefs d'État n'ont pas besoin de faire parler d'eux. On parle d'eux. Ils sont l'intérêt de pratiquement tous les journalistes qui se spécialisent même, hein, dans le rôle de paparazzi pour les chefs d'État. Donc je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs politiques qui aujourd'hui sont fatigués, hein, de se faire battre régulièrement aux élections par le président. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous parce que ça estime qu'il y a toujours du tripatouillage. Bon, est-ce que cela estime qu'il y a du tripatouillage? Il y a une réalité. Laquelle, selon vous? Le rouleau compresseur du RDPC est dominant au Cameroun. Qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, si le président Biya venait à ne plus être, il est clair que si le RDPC reste ce qu'il est, c'est un leader du RDPC qui va prendre la relève. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui au Cameroun assez effectif pour compétir dans ce qui est de la conquête du leadership au Cameroun. Je ne vois pas le parti de M. Kamto, puisque lui-même, en tant qu'acteur politique, a encore du mal à comprendre peut-être comment s'organiser pour tenir tête à la machine du RDPC, machine qu'il a côtoyée, système qu'il connaît très bien, mais qu'il a du mal à s'organiser pour contrecarrer. Donc je pense qu'il y a là une affirmation de la présence non seulement du RDPC, mais du président camerounais, mais le débat éternel de qu'adviendra-t-il du Cameroun après Paul Biya reste et demeure. Alors, qu'adviendra-t-il, hein? Certains parlent souvent de changement. C'est clair, hein, que les Camerounais aspirent au changement. Mais la véritable question, c'est de savoir, vous qui êtes analyste géopolitique, est-ce que les Camerounais veulent vraiment ce changement? Ce qui est sûr, quand vous avez une même image devant vous tout le temps et que vous entendez quand même qu'il y a des pays de la sous-région qui expérimentent l'alternance. En Afrique centrale ou... En Afrique centrale, c'est moins. Bah oui, c'est parce que vous avez parlé de la sous-région. Donc, justement, oui, c'est pour ça que je me posais aussi la question. C'est pour ça que non, pas dans l'Afrique centrale, puisque donc la région.
le système semble se reproduire un peu partout. Mais quand on entend vous avez vu le côté sénégalais, beaucoup de bruit qu'il y a eu avec les coups d'État qui ont commencé à se faire remarquer également. Donc cela a attiré d'une certaine manière l'attention ou a réveillé un tant soit peu cette volonté d'avoir le changement. Mais je pense que cela n'est pas encore assez fort, assez solide pour pouvoir faire bouger les lignes. Parce que jusque-là, le parti de Paul Biya maintient une certaine stabilité, une certaine force, une certaine influence au sein de la population. Moi, je pense qu'il est important qu'à partir d'un moment, il faut opérer le changement. Et pour opérer ce changement, je trouve que c'est le meilleur moment de pouvoir le faire parce que il faut dire que ce retour triomphal, si je peux le dire ainsi, vient témoigner quand même de la capacité du chef de l'État à pouvoir tenir encore. Mais vous voyez son âge. Rien ne veut dire que si effectivement Paul Biya allait aux élections, il allait le remporter. S'il le remportait, qu'est-ce qui prouve qu'il va faire tout le mandat? Il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Mais au cas où il ne le ferait pas, désolé, au cas où il ne le ferait pas, c'est Paul Biya, hein? Voilà, justement. Au cas où il ne le ferait pas, comment est-ce que le parti va arriver à suivre? Monsieur Morgan a dit quelque chose que je ne trouve pas tout à fait exact parce qu'il y a toujours ce culte de la personnalité des individus qui influencent tout un parti. Et donc, quand celui-là va connaître son départ, il serait difficile de pouvoir trouver quelqu'un qui soit en mesure de reprendre avec cette influence-là. Et donc, je pense que c'est le moment de commencer à travailler sur cette personne, ce qui n'a pas été fait au niveau des États-Unis. Et puis, on a observé ce qui est en train de se passer. Voilà, on termine avec le Cameroun. Là, nous nous rendons du côté de la Russie. Présence des soldats nord-coréens dans la guerre russo-ukrainienne. Poutine ne nie guère. Alors, annoncé encore comme des rumeurs, hein, lors des BRICS, pendant la conférence de presse, Poutine n'a pas dit non, n'a pas dit oui, mais il n'a pas nié. Comme vous aviez dit, il n'a dit ni non, ni oui. Et cela est plutôt normal, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, on est en face du président Poutine, Vladimir Poutine. Ce qui est important de dire ici, c'est que ces déclarations, entre autres, interviennent dans un contexte où on parle de la guerre russo-ukrainienne, mais ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration se fait pendant le sommet des BRICS. Un peu comme la dernière fois, le président Emmanuel Macron a parlé des notions totalement politiques qui n'ont rien à voir avec la francophonie. Voilà, on se remarque aussi que cette stratégie-là aussi est également utilisée pour le cas du Kremlin. Et en dehors de ça, on se rend compte que la situation entre la guerre, on va dire, entre la Russie et l'Ukraine intervient, que la Corée du Nord intervienne aujourd'hui dans ce conflit. Si cela s'avère vrai, ça voudra dire que le président Vladimir Poutine aujourd'hui, les progressions qu'on remarque sur le terrain sont favorisées justement par ces accords stratégiques-là avec ces États-là. Et il faut rappeler qu'il a dit lui-même, ça a été dit, que l'accord stratégique n'a pas encore été signé par lui-même, mais apparemment, l'accord est déjà en train d'opérer. Ouais. Donc, il est important de notifier ici que la présence nord-coréenne est une stratégie assez importante pour la Russie sur le plan géostratégique et également pour les BRICS. Quand on prend la Chine également qui a plutôt de bonnes relations avec la Corée du Nord, l'Inde aussi, la présence de l'Inde aussi au sein des BRICS aussi rend la chose un peu plus facile dans le sens où aujourd'hui le président Vladimir Poutine se retrouve dans la situation se retrouve en tant que médiateur dans les conflits indo-chinois, par exemple. Donc, ce qui serait important tout simplement de dire, c'est que cet accord stratégique entre la Corée du Nord et la Russie est assez intéressant sur le plan géostratégique et également pour les questions économiques, par exemple, qui est la chose la plus importante qui réunit souvent ces pays-là, est également assez importante. Toutefois,
on pourrait y voir quelque chose qui pourrait ne pas être favorable pour ces États-là. C'est-à-dire, ce qu'on remarque, c'est que tous ces États-là ont une monnaie différente. Et aujourd'hui, ils cherchent à trouver une monnaie commune pour pouvoir dépasser justement aujourd'hui le dollar. Parce qu'ils parlent de dédollarisation. Mais est-ce que cela est réellement possible? Ça, c'est une question sur laquelle il faudra réfléchir. Alors, je me retourne vers vous, Morgane. Lorsque, sans toutefois nier, il est resté, comme à son habitude, imperturbable, est-ce que ce n'est pas un message qu'il a essayé d'envoyer, premièrement, aux Occidentaux, et puis, dans le second volet, la Corée du Nord qui décide d'envoyer les éléments de ce côté-là, est-ce que ça ne prouve pas que le Kremlin est en train de s'user sur certains fronts? L'usure n'est pas que russe. Et c'est tout à fait compréhensible parce que il faut un stock d'armes donné, il faut une capacité humaine pour utiliser ces armes et il faut une capacité économique pour réellement tenir dans une guerre. Et on sait que cette guerre dure depuis un certain nombre de temps. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où non seulement l'Ukraine se retrouve à continuer de rappeler constamment aux Occidentaux, à tous les pays membres de l'OTAN, qu'il est nécessaire de continuer à lui fournir de l'argent, à lui fournir des armes, et même, pourquoi pas, des personnes. Et on a entendu, certaines enquêtes nous disent qu'il y a quand même déjà des personnes d'autres pays soutenant l'Ukraine qui sont opérationnelles sur le terrain. La Corée du Sud est prête à envoyer des armes. Voilà. Et donc, c'est tout à fait compréhensible que de l'autre côté... Est-ce que ce conflit pourrait se généraliser? Le conflit, si pas se généraliser, on entend... Officiellement, je veux dire officiellement. Non, mais il y a Parce déjà... que là, nous sommes encore en mode ni pareil, ni pareil. Non, il ne paraît pas. C'est effectif. Pourquoi c'est effectif? Il y a des armements qui nécessitent la maîtrise d'une certaine technologie pour être utilisés. Et donc, ce ne serait pas surprenant qu'on retrouve des Américains, des Français, des Allemands et bien d'autres nationalités sur le front ukrainien aujourd'hui, ne serait-ce que dans une perspective de formation et d'entretien d'un certain équipement militaire donné, parce que c'est des équipements que les Ukrainiens ne savaient pas utiliser jusqu'à ce qu'on se retrouve dans ce conflit. Donc là, c'est déjà généralisé. Officiellement. Maintenant, si pas généralisé, on entend l'implication des armées de façon active de ces pays, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver pour deux raisons principales. Okay. La première, les pays européens ne sont pas en capacité de gagner une guerre. Ils se sont déjà dit cela eux-mêmes. Certains ont estimé leur capacité à tenir à moins d'une semaine. Si d'aventure ils devraient ouvrir un front où il devait y avoir une guerre générale. Et donc, ils vont tout faire pour se prévenir. Deuxième chose, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui en matière d'élection présidentielle tient tout le monde en haleine. Personne ne veut faire le faux pas qui va lui coûter très cher. Même le président Zelensky de l'Ukraine qui a dû aller rencontrer Donald Trump qui n'est que candidat et profiter aussi de rencontrer Kamala Harris. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, une guerre généralisée, comme on pourrait l'entendre, n'est pas possible. La faisabilité est très faible. Et on pourrait peut-être, par contre, connaître le dénouement de ce qui se passe en Ukraine très bientôt. Dénouement si les changements stratégiques sur le plan de leadership arrivent au niveau des États-Unis où on n'a plus les démocrates, mais un républicain. Donc, vous voyez qui ça peut être, le président Donald Trump. Et si aujourd'hui, de l'autre côté, des pays de l'Europe aussi, on a des changements, comme on est en train de constater, une montée des nationalistes qui s'opèrent de façon effective dans le leadership. Donc, l'Ukraine va se retrouver dans une situation où l'usure qu'on est en train d'observer, à la fois du côté de la Russie et de l'Ukraine, pourrait venir à bout de l'Ukraine. Parce que la Russie, en tant qu'État, continue d'avoir des partenaires qui ont plutôt une stabilité économique, une stabilité militaire et une stabilité stratégique.
que vous prenez la Chine, l'Inde, le Brésil ou même la Corée du Nord dont on parle, il y a une sorte de stabilité dans ces États-là comparé aux États qui soutiennent l'Ukraine, que ce soit les États-Unis ou les pays de l'Europe. Il y a des difficultés qui présagent d'une usure qui aurait raison de l'Ukraine d'ici quelques temps. Alors justement, parlant de cette guerre russo-ukrainienne, il y a le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui a quand même entrepris des visites en Afrique. Il est en Égypte, en Afrique du Sud. Est-ce que c'est une façon pour l'Ukraine de déjà venir chercher du renfort au niveau du continent mère qui est le berceau de l'humanité? Mais est-ce qu'il faut venir chercher de renforts? Vous savez, l'Ukraine a déjà des problèmes avec certains pays, le Mali, au niveau du Niger, parce que l'information est parvenue que l'Ukraine est en train de soutenir des mouvements terroristes dans la région. Et je pense que cette visite, cette tournée du ministre des Affaires étrangères ukrainien s'inscrit plutôt dans une perspective de pas de soutien dans la guerre, dans le conflit qui se déroule, parce que je peux vous rassurer, ce conflit est en train de tendre déjà vers sa fin. Ce que l'Ukraine essaie de faire, c'est de trouver le meilleur moyen de sortir la tête haute. Oui, à la tête haute. Voilà, en sortant la tête haute. Donc, et pour que cela puisse se réaliser, l'Ukraine a déjà perdu pied au niveau de plusieurs États africains et même au niveau de l'Europe. Il faudra donc trouver des acteurs stratégiques et l'Égypte est dans ce cas très bien placée. Vous voyez, l'Égypte se retrouve être médiateur dans le conflit israélo-palestinien et est-ce qu'on a eu un résultat? Non, mais le résultat, c'est vrai, c'est difficile de l'obtenir, mais l'Égypte se fait positionner davantage comme un médiateur, un acteur qui peut s'impliquer dans des négociations. Et donc, je pense que c'est dans cette perspective plutôt de trouver des acteurs qui vont adoucir en quelque sorte le choc de la fin de ce conflit. Et donc, c'est dans cette perspective. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait que le président Poutine n'a pas nié et n'a pas confirmé non plus la présence de soldats nord-coréens. Vous savez, ce n'est pas du tout surprenant que les soldats nord-coréens se retrouvent sur le sol russe à combattre les Ukrainiens parce que la relation entre la Russie, l'ex-URSS et la Corée du Nord date de bien longtemps. Et les sanctions imposées à la Russie dans le cadre de ce conflit et des sanctions qui pèsent constamment sur la Corée du Nord amènent ces deux États, la Chine également, à entretenir une solidarité opportuniste, voilà, de fait, si bien même on sait que ça vient renforcer la relation entre ces deux acteurs-là. Le Nord-Coréen, il gagne, en ce sens que vous savez, la Corée du Nord est toujours sur le pied de guerre. Donc, je me dis que ce serait l'occasion de trouver un terrain d'entraînement aussi réel que possible, le cas en Ukraine, et de profiter également du gaz russe que les Européens dont les Européens ont décidé de se séparer avec. Donc, ça, c'est bon, continue. Donc, voilà donc des éléments qui, chacun trouve sa part dans ce conflit et je pense que c'est tout à fait logique qu'on puisse constater cette présence ou ce renforcement de la coopération entre la Corée du Nord et la Russie. On parle de la présence des soldats nord-coréens en Ukraine, dans la guerre russo-ukrainienne, mais la Chine semble prendre ça avec des pincettes. La Chine ne se prononce pas. Vous savez, la Chine, c'est vraiment un pays qui ne marche qu'avec et pour ses intérêts. Et la Chine, il n'y a que quand ses intérêts sont en jeu, comme en Taïwan, que la Chine parlera. Donc, il est important de dire ici, si la Chine ne dit rien, c'est parce que certainement, il n'y a rien de pressant, il n'y a rien d'urgent. Et ce qui serait bien de dire, c'est que on sait qu'il y a des antécédents de conflits entre, par exemple, la Chine et l'Inde, mais malgré ça, ces deux pays-là font partie des BRICS. Et que, par exemple, le président ukrainien aille voir, que ce soit l'Égypte ou encore les Émirats arabes unis, on se rend compte que ces pays-là sont aussi ajoutés aux BRICS. Ils sont aux portes. Oui, aux portes. Donc, cela voudra dire que, comme l'a dit M. Marcia tout à l'heure,
Kiev cherche à trouver le moyen de négocier, parce que il y a eu des informations qui sont passées comme quoi... Oui, mais est-ce que vous croyez que l'Ukraine- la Chine pourrait, par exemple, bafouer le marché ukrainien, pourrait décider de bafouer le marché ukrainien, parce que vous dites que la Chine ne fonctionne que pour ses intérêts. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas que... Est-ce que dans cette aujourd'hui, guerre, Pékin l'Ukraine- ne veut pas rester, comment dire, bon, entre griffes neutres, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils Oui. sont avec les Russes, on ne sait pas s'ils sont avec l'Ukraine, étant donné je que... pense quand même que la question de savoir si la Chine est avec la Russie aujourd'hui ne se pose pas. Franchement, par rapport au conflit russe-ukrainienne, la question ne se pose pas. Elle est plutôt factuelle, c'est clair. On connaît la position de la Chine, même si sur la scène internationale, la Chine semble neutre. Et c'est pareil pour l'Inde également. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement leurs intérêts. Donc, je ne pense pas que la Chine a un intérêt important à ce que ce conflit-là prenne fin ou pas. Mais une chose est sûre aujourd'hui, si la Russie se retrouve dans une situation assez compliquée sur le plan sécuritaire, certainement on verra la Chine parler. Mais tant que on va dire l'allié opportuniste n'a pas encore un réel problème, la Chine n'a aucun intérêt techniquement à réagir, surtout qu'il s'agit de l'Occident. Alors, pour sortir de ce dossier, nous avons vu la Turquie, qui est quand même un membre important de l'OTAN, présent au sommet des BRICS. Et oui, et ça, c'est aussi c'est des éléments qui montrent que nous tendons vers la fin de ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi? Parce que la France a voulu qu'on lui accorde l'opportunité de se présenter au sommet des BRICS, le sommet précédent. Les BRICS ont dit non, France. On parle de la France. Voilà, bon. Restez un Toujours à peu la là où recherche, vous êtes. Et aujourd'hui, la Turquie. La Turquie fait un jeu très intéressant parce que la Turquie a accepté à la table de négociation de ces pays-là qui constituent les BRICS. Et aussi, la même Turquie a été très déterminante pour ce qui est de ramener la Russie à de meilleurs sentiments pour la question des graines, du blé, le deal qu'il y a eu entre la Russie, les Nations Unies et l'Ukraine pour que le monde continue de bénéficier du blé ukrainien. C'était la Turquie. Et donc la Turquie se confirme une fois de plus comme acteur clé pouvant servir de pont entre les Européens et la Russie. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné de l'histoire, la Russie va s'asseoir encore avec les Européens. Les Européens vont racheter encore le gaz russe. Ils ne peuvent pas faire sans le gaz. Ils ne peuvent pas vivre sans le gaz russe. Que ce soit maintenant ou dans 10 ans, 20 ans, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Mais ce qui se discute aujourd'hui, je pense que c'est comme l'ont dit mes co-débatteurs, c'est la reconstruction de l'Ukraine. Et là, ça va être un peu compliqué. Parce que il y a plusieurs États qui ont déjà investi sérieusement dans ce qui se passe en Ukraine et qui, en contrepartie, certainement, ils ont reçu la proposition de la reconstruction de l'Ukraine. Qui gagnera les marchés de reconstruction? Parce qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire en Ukraine. Et là, vous avez la Chine qui devient un joueur aussi intéressant, qui va certainement offrir des coûts. Ne faites pas sans moi. Non, bon, voilà. Et vous avez la Turquie aussi. Vous avez donc tous ces acteurs vers qui le leader ukrainien est en train de se déplacer auront leur mot à dire s'ils arrivent à être les fédérateurs d'un accord de paix au niveau de l'Ukraine et de la Russie, auront leur mot à dire lorsqu'il s'agira de la reconstruction de l'Ukraine. Et là, je pense que le dernier élément pour que tout soit fait, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, qui sera président. Alors, nous nous rendons du côté du Moyen-Orient. Là, nous sommes en Iran. Bombardement israélien. Téhéran déclare avoir le devoir de se défendre. Attendu depuis plusieurs semaines, l'État hébreu a lancé ses frappes. Justement, on s'attendait à quelque chose de bien plus assez fort que cela, comme l'a annoncé le ministre de la Défense. Peut-être que c'est une mise en bouche, hein? Moi, je pense que ça va s'arrêter là. En fait, si l'Iran ne réagit pas, et je crois sincèrement que l'Iran ne serait pas en mesure de réagir, parce que... Donc, vous voulez dire que
l'État hébreu a dit, vous nous avez attaqué 2 fois, pim, pim, donc nous aussi on rentre 2 fois, c'est ça? Non, l'État hébreu a cette volonté d'agir fort, d'agir conséquemment et de causer d'énormes dommages à l'Iran. Mais il faut voir de l'autre côté, il y a l'allié américain qui, quoi qu'on dise, a pesé énormément dans cette riposte israélienne vis-à-vis de l'Iran. Parce que, vous voyez, nous nous retrouvons à 2 semaines des élections et si on laisse Israël frapper sur des cibles comme on l'a a priori évoqué, les sites nucléaires, des sites pétroliers, la situation va devenir tellement chaotique. Et donc, les États-Unis ont tellement pesé... C'est les sites militaires qui ont été frappés, hein? Oui, au dire de Téhéran. Évidemment, et les dommages ne sont pas assez conséquents comme on a pu le remarquer. Et même si cela a causé quand même quelque chose, l'Iran a essayé de minimiser les dommages, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est déjà l'idée, le fait de minimiser amène les acteurs, que ce soit l'Iran ou Israël, à finalement se retenir. On dit, voilà, je fais ça, on s'arrête là. Plus rien ne continue. Peut-être que avec le temps, d'autres situations vont amener les 2 acteurs à se retrouver. Mais je pense que dans le cadre de la riposte que Israël devait effectuer suite aux attaques lancées directes par l'Iran, je pense que ça va s'en arrêter là. Alors, que pensez-vous du timing? Et dites-nous un peu, on constate aussi que les autorités israéliennes restent assez discrètes par rapport aux cibles visées. Pourquoi? Alors, comme nous le voyons, nous le remarquons tous sur la scène internationale aujourd'hui, malheureusement ou heureusement pour certains, les élections aux États-Unis aujourd'hui représentent un enjeu assez capital. Et sur cette base, on comprend alors la déclaration de l'Iran qui est juste pour riposter, c'est-à-dire répondre quand même que ce qui s'est passé n'est pas chose acceptable, mais derrière, on parle de conséquences, de dégâts minimes. Donc ça voudra dire que le timing choisi, on pourra dire que voilà, Israël cherche aujourd'hui à garder en fait cette image de toujours d'une Israël toujours forte et qui va répondre peu importe ce qui se passe. Israël ne va pas accepter qu'il y ait des bombardements comme l'Iran l'a fait dernièrement et que celle-ci va rester sans répondre. Mais aujourd'hui, l'Iran ne pourra pas également répondre parce que nous sommes à moins de 2 semaines des élections et en fonction forcément de qui viendra au pouvoir, on verra l'État hébreu, l'Iran réagir ou pas. Donc, en fait, aujourd'hui, l'issue des élections présidentielles aux États-Unis pourra conduire, d'une manière ou d'une autre, la suite de ce conflit qui a pris d'autres dimensions, c'est-à-dire qui allait vers le Liban et aujourd'hui vers l'Iran. Alors, nous savons tous que l'État hébreu a un principe de ne pas s'attaquer aux dirigeants étrangers. Moi, je vous pose la question de savoir, vous êtes le consultant en géopolitique, est-ce que les Iraniens devraient craindre pour la vie du guide suprême? On parle quand même d'Israël, parce que personne ne pouvait imaginer que Haniyeh pourrait être tué du côté de Téhéran. Et on a vu tout ce que ça a entraîné. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que nous observons sur le terrain, les Iraniens devraient craindre? Alors, je pense que peut-être on va reformuler la question. À quel point les Iraniens craignent pour la vie du guide? Parce que la crainte, elle est effective. Elle est effective. Et, ça, c'est depuis qu'on a tué Haniyeh, oui, c'est ça? Oui, pas seulement depuis. Israël a montré sa capacité à mettre hors d'état de nuit tous les leaders possibles qui constituent une menace pour Israël. Et je pense que le guide a été très clair dans ses propos et dans ses sorties qu'il y a bel et bien une intention de punir Israël, juste avec la dernière rigueur possible, que l'Iran va se mettre dans les dispositions nécessaires pour faire souffrir Israël. Oui, mais est-ce qu'ils ont encore ces moyens? Quand on voit que du côté du Hezbollah, on a décimé pratiquement tous les dirigeants du Hezbollah. Oui, mais c'est l'autre partie de la chose qui fait que Israël se trompe dans sa stratégie. Une stratégie efficace. Mais il se trompe, Israël. Pourquoi? Parce que
il n'a aucune idée de tous ceux qui sont en train d'être préparés pour être leaders de ces institutions. On ne savait pas il y a quelques années que le Hamas pouvait faire ce qu'il a fait le 7 octobre à Israël. C'est pas une question de la durée que va prendre la réplique, mais c'est une question de la capacité de nuisance effective qui pourrait se révéler à un moment donné, surtout à un moment où on s'attend le moins, parce que Israël ne s'attendait pas forcément à ce qui s'est passé le 7 octobre. Maintenant, est-ce que ce qui est en train d'être fait de la part d'Israël ne prépare pas une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée d'ici quelques années, si ce n'est pas d'ici demain? La capacité de nuisance d'ici demain, on admet tous que aujourd'hui Israël continue d'avoir une stratégie en matière d'utilisation d'armements lourds, spécifiques, précis, assez supérieurs comparé à l'Iran. Mais on est d'accord aussi que l'Iran peut utiliser d'autres stratégies, les stratégies utilisées en général par les groupes terroristes, et ils sèment de la terreur, et cela pourrait toucher Israël. Donc je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de se rendre compte du fait que les Iraniens appartiennent à une culture où on se venge en général. Et cette culture de la vengeance explique le caractère durable qu'on observe pour ce qui est de la crise entre Israël et Oui, mais si cette crise devenait effective, par exemple, est-ce que vous ne craignez pas qu'au niveau de Téhéran, par exemple, on pourrait profiter de cette ouverture-là pour une éventuelle révolution martiale? Une révolution. Bah oui, pourquoi pas. En Iran. Révolution iranienne. Ouais. Ça sera Une nouvelle, plus démocratique. On nous rappelle les ayatollahs, par exemple. Je pense que ce serait difficile d'en arriver là, en tout cas à partir de ce qui se déroule aujourd'hui entre Israël Vous semblez être certain, sûr. Hein? Oui, parce que vous savez, les ayatollahs sont conscients du fait que leur système est en train de connaître des difficultés. Et vous savez, et c'est ça et qui... peut-être l'apogée également. L'apogée, je suis sûr qu'il ne veut pas. Voilà, il n'y pense pas. Et je pense sincèrement que l'apogée pour les Iraniens, pour ce système en place, ce n'est pas aujourd'hui, ça ne va pas partir quand même de ce conflit qui est en train de se dérouler avec Israël. Je pense qu'ils sont conscients de la possibilité que le régime soit défait, soit menacé, énormément menacé. C'est pourquoi dans leur réaction, je pense qu'il y a beaucoup plus de discours. Les Iraniens réagissent par rapport aux attaques d'Israël, mais dans le fond, je pense qu'il y a une certaine crainte, il y a une certaine peur d'aller de l'avant, d'affronter directement Israël. Et je pense que c'est... Parce que même ils savent quelle est la capacité de nuisance d'Israël. En dehors de cette capacité de nuisance, il y a l'intérieur. Si vous permettez, je vais aller dans un sens qui s'éloigne du sens de Martial, surtout pour ce qui est de la capacité d'Iran ou de la détermination de l'Iran à faire payer Israël. La détermination, elle est là. Ce qui n'est pas là aujourd'hui, ce sont les moyens. Il s'agit ici d'un combat de David et de Goliath. Et David qui est Goliath? Mais Goliath, c'est Israël. Ah ouais. Avec tous les moyens. Mais ça ne se passe pas comme dans l'histoire de la Bible, où David gagne Goliath. Ce n'est que dans la Bible qu'on a vu David gagner Goliath techniquement. Dans la réalité des faits, quelqu'un qui a l'armement qu'il faut, les partenaires les plus puissants du monde, on parle des États-Unis qui soutiennent, on parle de l'OTAN, on parle de tout ce qu'il faut et qui fournissent tout l'équipement nécessaire pour rendre opérationnel le dôme dont on parle. Oui, c'est à cause des partenaires que le dôme existe. Si demain, Israël perd un certain nombre de ses partenaires, le dôme devient faillible. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas apprécier la détermination d'Iran à faire payer Israël par sa capacité de nuisance. Iran n'a pas de capacité. Israël a plus de capacité que l'Iran et donc chaque fois que l'Israël frappe, il y a beaucoup de souffrance de l'autre côté et aujourd'hui l'Iran fait la politique de ses moyens et donc ça prendra le temps que ça prendra, mais à un moment donné, ça va faire mal. Alors, pour sortir de ce sujet, Martial, tu avais la parole, tu la gardes avant de revenir à Charlone. Alors, comment comprendre qu'en juillet,
Haniyeh a été assassiné du côté de Téhéran sans qu'il y ait véritablement une certaine revendication. Mais en septembre, Hassan Nasrallah est tué et on voit Téhéran riposter automatiquement. Vous voyez la riposte de Téhéran suite à l'assassinat de Hassan Nasrallah. Je ne pense pas que ce fait pris isolément devrait justifier cette riposte. Je pense qu'il y a déjà eu une série d'événements. Oui, mais moi je Voilà. comprends. On tue un leader dans ton pays. Tu paies pas mot. Mais quand on tue un de tes sbires, tu ripostes. J'en viens là justement. D'accord. Il y a d'abord un certain nombre d'événements qui se sont déroulés, qui se sont cumulés et disons que l'Iran devrait réagir par la suite nécessairement. Maintenant, pour ce qui est de l'élément déclencheur de cette riposte qui est l'assassinat de Hassan Nasrallah, il faut dire que Hassan Nasrallah, comparé à Ismail Haniyeh, c'est deux personnalités différentes et le rapprochement avec l'Iran, notamment avec le guide iranien, est différent. Il faut savoir que Hassan Nasrallah, c'est quoi? Parce que l'autre est chiite et l'autre pas? Non, pas, ce n'est pas là la différence. Hassan Nasrallah a collaboré avec les ayatollahs. Autrement dit, il a été à l'école des ayatollahs dans le cadre de cette révolution. Et même, il est un représentant de l'idéologie des ayatollahs au niveau du Liban. Et donc, je pense que c'est l'idéologie en plein cœur. C'est quelqu'un qui a du charisme et qui est arrivé à répandre cette vision de la révolution iranienne, de conserver cette révolution iranienne au sein du Liban. Jusque-là, moi, j'ai pas... Jusque-là, vous avez du mal à me convaincre parce que un invité de marque qu'on vient tuer dans ta maison et mal. Ton fils qu'on tue dans ton pays d'adoption, tu estimes que tu ne revendiques pas, mais c'est quand on tue ton fils. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, Charlotte. Mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez fait donner une image, voilà, une analogie très intéressante. Vous parlez de son enfant et l'invité qui est venu chez vous. De marque. Si on tue déjà l'invité, je peux me tromper, cher panéliste. Si j'arrive déjà à tuer votre invité de marque chez vous, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus en danger. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus en sécurité. Oui, naturellement. Ça c'est tout à fait compréhensible. Et vous ne revendiquez pas. Mais quand, vous ne dites rien. Quand on commence à toucher à votre famille, là, on est en plein cœur de vous. Famille. C'est justement Oui, Charlotte. Il est juste quand même important de rappeler, comme M. Morgan l'a dit tout à l'heure, l'Iran a une certaine capacité pour riposter, mais il n'a pas l'appareil nécessaire pour réagir face à Israël aujourd'hui. Et donc, ce qu'on remarque aussi, c'est que ces États-là, quand les choses se passent généralement, ils prennent le temps avant de réagir. Donc, comme vous avez fait l'analogie tout à l'heure, ce n'est que quand c'est arrivé à un niveau qui, selon eux, n'est plus acceptable, qu'ils ont riposté. Mais tout ça, c'est des questions d'intérêt, c'est des questions de rapport de force. Et si aujourd'hui l'Iran se retrouve dans une situation où ils se sentent capables de riposter par rapport à Israël, je pense que quand les raisons sont là, avec surtout cette idéologie de on se venge, que généralement c'est différents appareils étatiques ils ont, notamment dans ces pays-là, je ne pense pas que la question devrait se poser quand le moment se pointera. Alors là, nous allons du côté de l'Asie-Pacifique, de Taïwan, des exercices à munitions réelles effectués par Pékin aux portes de Taipei. Pékin a encore donné de la voix pour des exercices militaires. Cette fois, elles étaient vraiment réelles. Oui, et je pense que l'exercice ne va plus être qu'un exercice, ils vont passer à la mise en œuvre de l'exercice d'ici là. D'ici là, pourquoi tout est question. Des signaux? Il y a quand même des éléments qui semblent aller dans le sens d'une nécessité d'agir. Pour ce qui est de l'action, le signal était déjà très fort depuis très longtemps. La Chine n'a jamais cessé de dire Taïwan, c'est pour la Chine. Oui, mais c'est devenu plus pressant avec Xi Jinping, hein? Oui, depuis l'arrivée de Xi mais Jinping. il faut dire que Xi Jinping a un agenda pour la récupération de Taïwan. Et cet agenda parle d'environ aux alentours de 2030. 2030, après 2030. Mais il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il y a un besoin de réviser l'agenda et de rapprocher
l'action. Et donc, aujourd'hui, il y a de très fortes chances qu'avant 2030, Taïwan soit entièrement dans le giron de la Chine. Quand je parle du giron de la Chine, c'est que même le leadership revienne entièrement, que ce soit la gestion économique ou même cet aspect de la gestion qui est aujourd'hui permis à Taïwan suite aux accords qui ont existé entre les États-Unis, la Chine et Taïwan, font aujourd'hui que Taïwan se retrouve dans une position délicate. Surtout que il y a Donald Trump qui peut encore se pointer. Donc, tout tient encore à ce qui va se passer au niveau des États-Unis. Le monde fonctionne maintenant par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Pas seulement ce qui se passe aux États-Unis. C'est plus loin. Hein? C'est plus loin. Et il faut dire que tout le monde attend cela avec patience. Nous aussi, nous attendons parce que ça ici. Oui, d'une certaine façon, je ne vous apprends rien quand je dis que le niveau de coopération avec les États-Unis aide beaucoup dans la mobilisation des fonds dans la plupart des pays africains. Donc, on attend cela parce que selon le dirigeant, la balance de mobilisation de fonds va se réduire ou va être maintenue. Donc, ce qui va se passer au niveau de la Chine et de Taïwan est quelque chose d'assez évident. Et tout va dépendre maintenant des enjeux de l'autre côté, mais surtout du comportement de Taïwan. Parce que on a le leader quand même qui ne fait que se revendiquer de plus en plus une certaine indépendance qui va au-delà de ce qui était prévu dans les accords qui ont été signés. Alors, je me retourne vers vous tout à l'heure. Il a parlé de Xi Jinping, mais très brièvement. On se rappelle qu'il y a quelques semaines également, Xi Jinping a lancé un appel comme quoi les troupes doivent se préparer à la guerre. Est-ce que le monde est-il devenu un magma? Je pense qu'on se rapproche davantage, comme M. Morgan l'a dit, de la prise de Taïwan par la grande Chine, la Chine populaire, en ce sens que, et je comprends évidemment le fait que l'agenda de Xi Jinping a pu avancer. Vous voyez, l'arrivée du leader taïwanais actuel a fait avancer les choses très rapidement, parce qu'on se dit que la manière dont il est en train de développer cette idée d'autonomie, d'indépendance complète, en séparation avec la Chine, et qu'il est le leader, si cela doit continuer sans qu'il y ait de réaction, de réelles menaces, la Chine ne serait pas en mesure de digérer effectivement cette scission, ce partage qui va avoir lieu. Et donc, je dis que on ne va pas assister à un conflit assez intéressant, assez grandiose, parce que je doute fort que les Américains, mais les Européens compris, veuillent défendre coûte que coûte l'indépendance de Taïwan. Parce que, vous savez, il y a déjà des accords entre les États-Unis et la Chine même sur cette question de Taïwan. Et je ne pense pas vraiment que si aujourd'hui, la Chine décide... Si nous avons un président comme Donald Trump qui vient du côté des États-Unis, vous croyez que ces accords-là valeront encore quelque chose? Moi, je pense que on sait que c'est un bat-en-guerre. Hein, ce serait plutôt l'occasion rêvée pour la Chine de prendre Taïwan. Je ne trouve pas Trump comme président des États-Unis, ce serait favorable, ce serait l'occasion rêvée pour la Chine de procéder à l'annexion aussi rapide que possible de Taïwan. Et vous savez, les exercices sont en train de prendre davantage d'ampleur. Et puis, vous savez, cette stratégie qu'on appelle la stratégie de l'anaconda, de la capacité de pouvoir encercler l'île, de démontrer les capacités à mener une opération aussi rapide et à conquérir l'île, est en train de s'augmenter. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que cela se produit maintenant. C'est un signal fort lancé. Et on constate également quelque chose de la part des autres qui réagissent. Les États-Unis d'Amérique sont en train davantage de lier des relations ou d'augmenter leur présence au niveau de l'Asie-Pacifique. Oui, de l'Asie-Pacifique, notamment au niveau du Japon et de Manille, donc des Philippines, voilà, des Philippines, pour essayer quand même de contrer. Quand on sait qu'entre les Philippines et la Chine, c'est pas la lune de miel. Donc. Exactement. Alors, est-ce que, pour sortir de ce sujet, est-ce que la Chine a vraiment besoin de temps de tapage? On a comme l'impression que c'est une Chine qui n'est pas convaincue elle-même de ce qu'elle a envie d'entreprendre comme action du côté de la Chine, parce que chez moi, il y a un adage qui dit, on ne dit pas à quelqu'un, je vais te lancer le caillou.
Alors, je pense que cet adage ne devrait pas s'insérer dans le contexte actuel parce que la Chine n'est pas en train de se rassurer de ce qu'elle est déjà capable de faire. Parce que ici, ce dont on parle, c'est une décision clairement déjà prise du côté chinois d'annexer, entre autres, quand même, Taïwan aujourd'hui. Et nous savons que c'est à cause des conflits d'intérêts, notamment avec les États-Unis, et qui, avec des alliances stratégiques, Philippines, le Japon, un peu aussi par rapport à la Corée du Sud. En fait, ces alliances-là géostratégiques ont plus dans l'intérêt aujourd'hui des États-Unis pour une certaine mainmise dans cette zone-là, pour ne pas que la Chine ait une mainmise totale. Et ce qu'il faudrait noter, c'est que aujourd'hui, l'arrivée du nouveau président taïwanais a relancé les choses parce que c'est déjà les tentatives qui ont été faites du côté de Taïwan qui ont aujourd'hui poussé la Chine à riposter d'une manière ou d'une autre. Et cette fois-ci, de façon Qu'est-ce que vous faites de l'âme de Chiang Kai? Attention, hein, attention, hein. Donc, ce qui est important de dire ici, c'est que les tentatives menées par Taïwan récemment ont donné en fait à la Chine une raison. Du grand amour, c'est ça? Une raison aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure. De passer à la vitesse supérieure. Et c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui qu'il y aura du sang qui coulera. Il y aura du sang qui coulera. C'est avec cette intervention de Charlotte que nous mettons un terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Merci à toi, Morgane. C'est un plaisir. Merci, Martial. Merci, Charlotte. Merci de toujours préférer ESAE Télévision pour décrypter l'actualité internationale. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités encore plus percutantes.